L'air matinal du cimetière militaire de l'Oregon était vif et mordant. Le vent de décembre soufflait à travers les arbres nus, apportant le parfum de l'herbe mouillée et le spectre de l'hiver. Raymond Cole se tenait immobile devant une pierre tombale grise, un bouquet de chrysanthèmes blancs serré dans ses mains gantées. La gravure disait « Elena Reyes, 1982 à 2019 ». L'amour ne part jamais. Il ne fait que s'éloigner. Lentement, il se pencha et déposa les fleurs au pied de la tombe, ses mains tremblant non pas à cause du froid, mais à cause d'un mal enfoui au plus profond de sa poitrine. Qui n'avait jamais vraiment guéri. Elena avait été infirmière militaire. Ils étaient tombés amoureux dans le sang et la poussière des hôpitaux de campagne afghans. Des camps de fortune remplis de bruit et de peur. Elle avait été forte et provocante, la seule à avoir jamais tiré Raymond de l'ombre de sa propre douleur. Puis vint la blessure. Un diagnostic qui le brisa, l'infertilité. Et Raymond, convaincu d'être irrémédiablement brisé, la quitta. Il s'éloigna sans prévenir, croyant lui épargner un avenir sans enfant. Elena disparut discrètement. 4 ans plus tard, elle mourut dans un accident de voiture dans un autre état. Ils ne se reparlèrent plus jamais. Elle n'écrivit plus jamais. N'appela plus jamais. Il ne demanda jamais pourquoi à personne. Certaines questions, pensait-il, méritaient d'être enterrées avec les morts. Puis vint un sanglot, faible et tremblant. S'échappant de derrière la pierre tombale. Raymond se retourna, alerte. Derrière la tombe, sous les branches tordues d'un vieux chêne, une petite fille était assise, recroquevillée sur le sol. Sa petite silhouette était engloutie par un manteau trop grand pour elle, et elle serrait contre sa poitrine une peluche usée. Ses cheveux noirs emmêlés collaient à un visage strié de larmes et maculé de terre. Elle ne cria pas fort, mais ses petites épaules tremblaient par moments à cause du froid. Son silence était lourd de chagrin. Raymond s'avança, incertain. Il n'avait jamais été doué avec les enfants, mais il connaissait le silence du deuil. Il avait ramené trop de frères à la maison en silence. La fillette leva les yeux, rouge et écarquillée. « Papa, murmura-t-elle. Maman a dit que tu viendrais me chercher. » Raymond se figea. Le corps figé par le choc. Il laissa tomber un genou et s'apaisa. « Comment m'as-tu appelé ? » Papa, répéta-t-elle doucement. Maman m'a dit que tu viendrais ici. Mais il m'a dit de n'en parler à personne. Qui est-il, mon cœur ? Comment t'appelles-tu ? Mia, répondit-elle. Ma mère s'appelait Lena, mais il m'obligeait à l'appeler Linda. Je n'aimais pas ça. Raymond avait le souffle coupé. Elena. Elle avait signé ses lettres Lena. Personne d'autre ne l'appelait jamais comme ça. Tu es venu seul ici ? Je me suis enfui. Mais je serai de retour avant la nuit pour ne pas me faire gronder. Avant qu'il puisse en demander davantage, une voix d'homme l'interrompit. Mia, te voilà. Un homme grand, vêtu d'un manteau gris. S'approcha, son téléphone vibrait à la main, ses lunettes accrochant la lumière. Désolé, dit-il avec un sourire poli. Elle a tendance à errer. Je suis son père adoptif. Mia recula. Elle ne dit rien. Raymond se redressa, raidi. Quelque chose chez cet homme le réveilla. Quelque chose clochait. Son instinct, ancien et affûté, s'empara de lui. Elle a dit que le nom de sa mère était Lena, dit Raymond doucement. L'homme marqua une pause, puis rit. Oh, elle parlait de Linda. Juste une confusion. Les enfants disent des choses vraiment bizarres. Merci de l'avoir observé. Il prit la main de Mia et se retourna pour partir. Raymond ne bougea pas. Il les regarda s'éloigner. Mia se retourna. La confusion illuminant son visage. Alors que leur silhouette disparaissait derrière les pierres tombales, Monsieur Lucas, le gardien du cimetière, s'approcha en boitant avec sa canne. Cette petite fille, dit-il, les fixant toujours du regard. Elle vient chaque semaine. Elle est assise là. Elle pleure à chaudes larmes. Personne ne demande jamais pourquoi. Raymond se tourna vers lui. Comment s'appelle-t-elle ? Jamais dit. Mais chaque fois qu'elle passe devant cette tombe, il a pointé du doigt celle d'Elena, elle s'arrête et touche la photo. Elle pleure comme si elle savait exactement qui est là-dessous. Raymond fixait la pierre tombale, quelque chose bouillonnait en lui. Il ne quitta pas le cimetière tout de suite. Il resta un long moment parmi les pierres et le vent,
a fixé le portail où Mia avait disparu. Ces paroles résonnaient en lui. « Papa, maman a dit que tu viendrais me chercher. » C'était peut-être une coïncidence. Un fantasme d'enfant. Mais le prénom Lena. Seule Elena l'utilisait avec lui. Et une fille l'appelant papa sur la tombe d'Elena? Le vent se leva de nouveau, faisant bruisser les feuilles autour de ses bottes comme des murmures. Monsieur Lucas s'est approché et a sorti une photo de son manteau. Je l'ai trouvé il y a quelques semaines. Il était près de sa tombe. Personne ne l'a jamais réclamé. Mais je ne pense pas qu'il appartenait à un inconnu. Raymond a pris la photo. Délavée. Imprimée sur du papier ordinaire. Mais reconnaissable entre mille. Elena était assise au bord d'un lit d'hôpital, vêtue d'une blouse bleu clair, berçant un nouveau-né. Son regard était fatigué mais féroce. À côté d'elle se tenait un homme d'un certain âge. En blouse blanche, cheveux argentés, lunettes et un grain de beauté sur la joue gauche. Raymond le reconnut instantanément. Doc Keller. Leur meilleur ami pendant leur déploiement. Il était rentré en Oregon et avait repris sa pratique de la médecine à Eugène. Raymond retourna la photo. Au dos, une note décolorée. Hôpital Saint-Clair, Eugène, Oregon. 4 mars 2018. Le jour où Elena a accouché. Son souffle s'arrêta. Il n'avait besoin de rien d'autre. C'était réel. Elena avait un enfant. Elle ne le lui avait pas dit. Pas de document. Pas de lettre. Juste cette photo. Un fragment de vérité. Je l'ai gardé, dit Monsieur Lucas. J'avais l'impression que quelque chose clochait. Et cette petite fille? Elle pleure tout le temps ici. Elle ne se perd jamais. Raymond hocha lentement la tête. Il savait ce qui allait suivre. Le lendemain matin, Raymond roula vers Eugène. Son vieux camion roula sur l'autoroute 58 et traversa les faubourgs de la ville, où des maisons couvertes de mousse bordaient les rues. Familières. Usées par les intempéries. Il savait où il devait aller. L'hôpital Sainte-Claire. Là où Elena avait travaillé. Là où Mia était probablement née. Si quelqu'un avait des réponses, c'était Keller. Dans le petit hôpital animé. Raymond s'approcha de la réception. Il posa la photo. J'ai besoin de confirmation. Elena Reyes. Elle a accouché ici en 2018. Je suis désolé, monsieur. Nous ne pouvons pas libérer. Je suis son ex-mari, dit Raymond d'un ton ferme. Il lui tendit sa carte d'identité militaire et une photo d'Elena et lui en uniforme. Je ne demande pas de dossier médical. Juste une confirmation. La réceptionniste, April, fixait la photo. Son expression changea. Elle hésita, puis décrocha. J'ai besoin du docteur Keller. De toute urgence. 10 minutes plus tard, une porte s'est ouverte au bout du couloir. Un homme plus âgé, grand et aux cheveux blancs, entra. Au moment où il vit Raymond, il se figea. Raymond Cole. Docteur. Bon sang. Je te croyais mort à Mossoul. Numéro 1 n'est jamais revenu. Raymond eut un léger sourire. Je suis ici pour Elena. Keller prit une chaise et s'assit. Ouvrant discrètement un tiroir. Il sortit un vieux dossier et commença à en feuilleter les pages jusqu'à ce qu'il s'arrête sur une page portant le filigrane délavé de l'hôpital. Le 3 avril 2018. Elena Reyes a donné naissance à une petite fille. Elle pesait 2,7 kg. Aucune complication. Le bébé s'appelle Mia Elena Reyes. Raymond serra la mâchoire. Le nom du père? Laissez vide. Dit lentement Keller. Elle n'en a pas posé un seul. Il hocha la tête, pas surpris, mais ça le piquait quand même. Tu savais qu'elle avait le bébé et tu ne me l'as jamais dit, demanda Raymond. Les yeux rivés sur le dossier. Je lui ai demandé si elle voulait te prévenir, répondit Keller. Elena a juste dit, non. Il a choisi de sortir de ma vie. Ne le ramenez pas. A déclaré Keller. J'ai supposé que c'était une décision que vous aviez prise tous les deux. Raymond se laissa aller en arrière sur sa chaise, fermant brièvement les yeux. Il n'avait pas l'impression d'être trahi. C'était comme si une part de vérité avait été enterrée avec elle. Elle a mentionné quelqu'un une fois, a poursuivi Keller.
Une seule fois, mais je me souviens que ses mains tremblaient. Elle a dit, je n'ai pas peur de mourir. J'ai peur qu'il trouve le bébé. Qui était-il? Elle ne l'a jamais dit. Mais Keller hésita. Puis ouvrit un autre tiroir et en sortit une enveloppe blanche. Je l'ai vu recevoir des lettres d'un endroit appelé New Route. Celle-ci a été oubliée dans sa chambre après sa sortie. Raymond était assis dans sa voiture tandis que la pluie commençait à tomber. Il sortit son téléphone et tapa « New Route Shelter, Oregon ». Le premier résultat est apparu, Arlon Drake. Directeur exécutif. Il a appuyé sur la photo. Un visage familier. L'homme du cimetière. Costume soigné, lunettes à monture fine, sourire innocent. Mais le regard, complètement vide. Était celui? L'homme qu'Helena craignait tant qu'elle lui cachait son enfant. Celui qui gardait désormais Mia et se faisait appeler son père. Si Helena avait laissé un indice derrière elle. Il était peut-être enfoui plus profondément, sous ce que cet homme cachait. Raymond n'est pas monté dans la voiture juste après avoir quitté l'hôpital Saint-Clair. Il est resté sous l'auvent, regardant la pluie fine tomber sur le parking. Le dossier d'accouchement d'Helena reposait dans la poche de son manteau, lourd comme une accusation silencieuse. Mia Helena Reyes. Aucun père répertorié. Il aurait dû ressentir un certain soulagement. Helena lui avait un jour annoncé qu'un médecin l'avait diagnostiquée stérile. Et à l'époque, il l'avait cru. Assez pour lâcher prise. Assez pour s'éloigner, pensant qu'il ne pourrait jamais lui donner une vraie famille. Alors pourquoi, maintenant, au milieu d'un cimetière, une enfant le regardait elle et l'appelait elle papa? Pourquoi son regard le faisait-il se sentir coupable? Peut-être que Mia était la fille d'Helena et de quelqu'un d'autre. Peut-être que l'enfant n'avait rien à voir avec lui. Mais si c'était vrai. Pourquoi Helena n'avait-elle pas nommé le père? Pourquoi avait-elle accouché en silence, disparu des archives? Pourquoi était-elle morte sans laisser un seul mot? Il n'avait aucune réponse. Un seul sentiment le submergeait, Helena avait tenté de cacher quelque chose, et elle était morte avant de pouvoir s'expliquer. Si quelqu'un détenait encore ses secrets. Ce ne pouvait être que l'homme qui avait emmené Mia du cimetière. Arlon Drake, directeur d'une association caritative qui semblait bien trop raffinée, trop parfaite. Raymond savait que s'il s'approchait de cet endroit en vieil ami ou en ancien mari, la porte se refermerait. Personne ne le laisserait voir Mia. Personne ne lui permettrait de fouiller dans le passé. Il n'avait aucun droit légal, pas de garde, aucun nom sur son acte de naissance. Mais il avait servi dans l'armée et savait comment franchir une porte verrouillée. Le New Route Center se trouvait niché derrière une rangée d'érables, au bout d'une rue calme. Murs blancs aux bordures vermantes. Portails automatiques en fer. Caméra positionnée exactement où elle devait être. La plaque signalétique brillait, un nouveau départ pour les mères célibataires et les enfants abandonnés. Raymond est sorti de la voiture dans un costume simple, portant une vieille mallette en cuir marron. La carte de visite dans sa veste indiquait « Ray Connors ». Fonds de bien-être des anciens combattants. Une nouvelle identité. Suffisamment respectable pour y avoir accès. La réceptionniste l'accueillit avec un léger sourire. 5 minutes plus tard. La porte s'ouvrit et Arlon Drake entra. Le même homme. Cheveux bruns soigneusement coupés. Costume bleu marine. Cravate grise. Un visage symétrique, rien de déplacé. Mais les yeux au plat, vitreux. Froid. Comme si derrière eux, il n'y avait que le vide. Monsieur Connors, dit Arlon en lui tendant la main. J'ai entendu dire que vous êtes intéressé par notre programme de parrainage. C'est vrai, répondit Raymond en le secouant. Notre organisation cherche à soutenir quelques centres avec des modèles de soins stables. Bienvenue. New Route ouvre toujours ses portes à ceux qui veulent vraiment aider. Arlon le conduisit dans le couloir. Les fresques étaient colorées, mais droites et précises. Les enfants étaient assis tranquillement dans les salles de classe. Pas de cris. Pas de bagarre. Trop calme. Au bout du couloir, Raymond jeta un coup d'œil à travers une porte vitrée. Mia coloriait. Elle portait une robe jaune et ses cheveux étaient soigneusement attachés. Elle se concentrait intensément sur le papier devant elle, mais elle ne parlait pas. Elle ne souriait pas. Elle dessinait une maison. Une maison sans fenêtre. C'est Mia, dit Arlon, la voix basse.
Sa mère est décédée il y a 6 mois. Aucun parent connu. Je suis son tuteur légal. Raymond regarda. Pas de numéro de père? Il n'y a aucune trace d'un tel cas, répondit Arlon sans hésitation. Raymond fit semblant de feuilleter un petit carnet. Nous sommes très rigoureux en matière juridique. Puis-je consulter le document de tutelle? Bien sûr. Arlon fit signe à son assistant. Puis revint quelques minutes plus tard avec un dossier de copie certifiée. Raymond la parcourut. Procuration. Signé Elena Reyes. Daté de 3 semaines avant son décès. Mais la signature ne correspondait pas. Il avait conservé des lettres manuscrites d'Elena. Son écriture était légèrement biaisée, délicate et fluide. Celle-ci était raide, droite. Comme si quelqu'un s'était entraîné à imiter son écriture mais ne l'avait pas encore tout à fait maîtrisée. Raymond hocha la tête, faisant semblant de noter quelque chose. Pendant ce temps, Arlon se pencha légèrement, les yeux plissés. J'apprécie votre diligence. Mais honnêtement, vous semblez particulièrement investi dans un enfant en particulier. Vraiment, demanda Raymond. J'ai rencontré beaucoup de gens, dit Arlon avec un sourire crispé. Certains sont bien intentionnés. D'autres sont simplement curieux. D'autres pensent avoir des droits. Mais dans ce système, les droits sont liés à la paperasse. Raymond marqua une pause. Arlon continuait à sourire. Si vous continuez à attiser les tensions, je n'aurai d'autre choix que de le signaler pour protéger les enfants. Je comprends, acquiesça Raymond. Je suis justement préoccupé. De la part de quelqu'un qui a vu à quoi ressemble une perte. Il a quitté le centre juste au moment où la pluie commençait à tomber. Assis dans sa voiture, Raymond n'a pas démarré le moteur tout de suite. Il a rouvert la photo du formulaire de tutelle, a zoomé sur la signature et l'a comparée à une photo d'une lettre qu'Elena avait écrite en 2016. Enregistrée dans son téléphone. La différence était claire. Cette signature a été falsifiée. Légale sur le papier, mais erronée au fond. Et si un homme comme Arlon était allé jusqu'à falsifier des documents, alors quoi qu'il essayait de conserver, ce n'était pas seulement la tutelle légale d'un enfant. Mia n'était peut-être pas sa fille, mais si Elena avait autrefois tremblé et gardé la fille cachée du système, alors qui qu'elle craignait, ce n'était jamais lui. Raymond quitta le New Road Center sous une pluie fine. Une épaule de son manteau sombre était trempée. Arlon n'avait pas dit grand-chose, mais chaque mot semblait mesuré, comme répété à l'avance. Il n'y avait aucun défaut visible dans les documents. Pourtant, quelque chose clochait clairement. La signature d'Elena sur la procuration figée, sans vie. Comme si quelqu'un l'avait imitée plutôt que de la signer. Raymond ne dit rien sur le moment. Mais une question lui trottait dans la tête. Que cache-t-il? Il a parcouru la ville pendant un moment. Sans être pressé de rentrer chez lui. Ce qui s'était passé aujourd'hui ne pouvait pas être mis de côté comme une affaire ordinaire. Elena lui avait dit un jour qu'il était stérile. Un diagnostic froid et clinique de l'hôpital militaire qui l'avait poussé à s'éloigner et à la laisser partir. Mais maintenant, un certificat de naissance nommant l'enfant comme Mia Elena Reyes. Sans père mentionné, déconstruisait tout. Si Elena avait caché l'enfant et dissimulé son identité, qu'est-ce qui aurait pu l'effrayer à ce point? Raymond s'est arrêté dans une imprimerie à petit budget en périphérie de la ville. Assis dans la voiture. Il a allumé son téléphone et s'est connecté à un ancien portail de données qu'il avait utilisé pour des projets post-déploiement. Quelques liens internes du ministère des anciens combattants fonctionnaient encore avec son identifiant obsolète. Il a saisi, Arlon Drake, historique des activités, organisme parrain. Les résultats de recherche sont restés étonnamment vides. Pas de réseaux sociaux. Pas de photos personnelles. Pas de documents publics, hormis quelques articles passe-partout, directeur dévoué. Père spirituel, figure de proue du bien-être. Chaque trace était impeccable. Trop impeccable. Alors que Raymond se penchait en arrière pour reposer ses yeux quelques minutes, son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu apparut à l'écran. Vous ne devriez pas retourner à New Route. Sans nom. Sans horodatage. Le message a disparu dès qu'il a fini de le lire. Il se redressa brusquement et jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. Un SUV noir venait de s'arrêter de l'autre côté de la rue. Quelqu'un, assis sur le siège passager. L'observait les traits flous,
mais le regard indubitable. Ce visage, cet angle. Il avait aperçu cet homme au centre plus tôt ce matin-là. Son regard soutint le sien un bref instant avant que le SUV ne démarre à toute vitesse, disparaissant comme s'il n'avait jamais été là. Cette nuit-là. Raymond retourna à la cabane isolée à la périphérie de la ville, l'endroit où il avait vécu seul pendant les 3 dernières années. La maison était située au milieu de vieux pins, non classés. Inconnus. Seul lui et le vendeur connaissaient son emplacement. Il coupa le moteur et sortit sur le porche, puis se figea. Sur le pas de la porte se trouvait une liasse de papier soigneusement emballée. Pas d'écriture. Pas de ruban adhésif. Il le déballa soigneusement. À l'intérieur se trouvait une copie imprimée de l'acte de naissance de Mia, la version exacte qu'il avait vue à l'hôpital. À côté, une photo couleur délavée aux coins effilochés. Elena. Debout près d'un lit d'hôpital, visiblement enceinte. Son expression était calme, une main posée délicatement sur son ventre. À côté d'elle se tenait un homme. Mais ce n'était pas Raymond. La photo avait été déchirée en deux. Le morceau restant ne montrait que l'épaule gauche de l'homme, costume gris, manchette de chemise blanche, une silhouette plus grande qu'Elena d'une demi-tête. Le visage manquait, arraché, mais la carrure, la posture, il y avait quelque chose de familier. Assez familier pour glacer le sang de Raymond. En pliant la photo, il remarqua un petit morceau de papier caché derrière. Écrit à la main, en lettres irrégulières. Certains enfants ne sont pas nés pour être gardés. Il resta immobile sur le seuil de la porte pendant près d'1 minute. Personne ne connaissait cette maison. Personne n'était censé savoir qu'il y vivait. Et personne, à part lui, Keller et Arlon, n'avait jamais vu cet acte de naissance. Le lendemain matin, Raymond est retourné à l'hôpital Saint-Clair. Le bureau du docteur Keller était fermé à clé. La réceptionniste a déclaré. Le docteur Keller a pris un congé soudain hier soir. Il n'a laissé aucun message, ni aucun rendez-vous de suivi. Personne ne savait quand il reviendrait. Raymond n'eut pas besoin d'en dire plus. Le lourd silence qui pesait sur sa poitrine s'épaissit. Quelqu'un le devançait. Sur le chemin du retour, il a ralenti et changé d'itinéraire 3 fois. À la jonction de 2 comtés. Une berline argentée le suivait silencieusement. Jamais dépassée, jamais distancée. Douce, comme une ombre. Raymond entra soudain dans une station-service. L'autre voiture continua sa route. Sans tourner. Sans hésiter. Il l'observa jusqu'à ce qu'il disparaisse derrière les arbres. Ce soir-là, il était assis dans son salon sous une lumière tamisée, tenant la photo d'Elena enceinte. À côté. Une photo de Mia en train de colorier, au centre. La ressemblance était indéniable, les yeux, la forme du nez, la façon dont elle tenait le crayon. La fille faisait partie d'Elena. Mais qui était l'autre partie? Qui était l'homme sur cette photo? Pourquoi Elena n'en avait-elle jamais parlé? Et pourquoi les gens liés à tout cela ont-ils disparu un par un? Il n'était plus sûr que Mia était sa fille. Mais il était sûr d'une chose. Si Elena était morte pour garder quelque chose enterré, ce n'était pas quelque chose de petit. Elle avait caché l'enfant au système. Elle avait murmuré au docteur Keller, ne laissez pas cet homme connaître son vrai nom. Alors, qui était cet homme? 3 jours après la confrontation avec Arlon, Raymond reçut un étrange appel téléphonique juste avant minuit. Pas de numéro. Pas d'identification de l'appelant. Il hésita avant de répondre. Une voix de femme se fit entendre, douce, rapide. Urgente. Êtes-vous Raymond Cole? Qui est-ce? Je travaillais chez New Route. Je sais pour Elena. Et je crois qu'on me surveille. Raymond s'est redressé. Continue à parler. Pas par téléphone. On doit se voir. Demain soir, 22h, parking de l'ancienne bibliothèque centrale. Venez seul. Si vous venez avec quelqu'un, je ne viendrai pas. Puis elle a raccroché. Le lendemain soir, Raymond arriva 15 minutes en avance. Le parking était désert, éclairé par des lumières jaunes vacillantes. Juste à temps, une femme sortit de derrière un pilier de béton. Mince. Les cheveux attachés, portant un masque. Je m'appelle Anna. J'étais infirmière à New Route, dit-elle doucement. Je connaissais Elena.
Et je savais que Mia n'avait rien à faire là-bas. Pourquoi ne me contactes-tu que maintenant? Accorder des pauses. Arlon contrôle tout, les téléphones, les horaires, les entrées et les sorties. J'ai essayé de partir après la disparition d'Elena, mais ma solvabilité a été bloquée. Mes comptes bancaires ont été gelés. J'ai perdu mon emploi. Je ne pouvais plus louer. Je ne pouvais plus voyager. Ce n'est que récemment qu'un vieil ami m'a aidé à me créer une nouvelle identité. Je n'avais d'autre choix que de me taire. Raymond hocha lentement la tête. Cela expliquait pourquoi personne n'avait jamais dénoncé Arlon. Il n'a pas seulement caché la vérité. Il a détruit la vie de ceux qui en savaient trop. Anna jeta un coup d'œil nerveux autour d'elle. Puis parla plus vite. Elena était isolée au centre. Pas de vrai nom. Sur le papier, c'était Linda. Arlon a obligé Mia à l'appeler Linda et lui a interdit d'utiliser son vrai nom. Mais un jour, j'ai entendu Elena murmurer « Je m'appelle Lena. Souviens-toi de ça. » Raymond s'en souvenait. C'était exactement ce que Mia avait dit sur la tombe. Avant de disparaître. Elena m'a remis une liasse de lettres. Elle m'a dit « Si je ne reviens pas, trouve un homme nommé Raymond Cole. C'est le père de Mia. » Mais le lendemain matin, mon bureau a été saccagé. Les lettres avaient disparu. J'ai démissionné et j'ai disparu peu de temps après. As-tu réussi à garder quelque chose? Juste une page. Je l'ai cachée dans le dos de ma chemise. À un endroit où personne ne penserait à vérifier, dit Anna en sortant un morceau de papier froissé. Raymond le déplia. L'écriture d'Elena est indubitable. Raymond, si tu lis ceci. Je suis peut-être déjà parti. Mais Mia est ta fille. Je croyais que la cacher était le seul moyen de la protéger. Mais si cette lettre t'est parvenue, c'est que j'avais tort. S'il te plaît, garde-la près de toi. Ne laisse pas Arlon la prendre comme il l'a fait avec les autres. Raymond fixait l'écriture. Une partie de lui voulait y croire. L'autre se retenait encore. Il leva les yeux. Le saviez-vous? Elena m'a dit un jour que j'étais stérile. Anna secoua la tête. Elle ne l'a jamais dit à voix haute. Mais j'avais un pressentiment. Elle regardait une photo dans son portefeuille et pleurait doucement, comme si elle avait perdu quelque chose de précieux. Mais Mia à tes yeux. Les mots arrêtèrent net Raymond. Son esprit revint à cette clinique militaire des années auparavant. La voix du médecin, faible mobilité des spermatozoïdes, très faible chance de conception. Pas d'infertilité totale. Mais suffisante pour qu'il quitte discrètement la vie d'Elena. Si Elena était tombée enceinte, était-ce un miracle ou la preuve de quelque chose de bien plus grand? Sur le chemin du retour de l'hôpital, Raymond n'est pas rentré directement chez lui. Au lieu de cela, il a fait un détour par un petit laboratoire privé à la périphérie de Portland. Un endroit dont il se souvenait de son ancien travail de soutien médical sur la base. Le sac scellé était resté intact dans la boîte à gants. Il l'ouvrit et en sortit un bonnet en tricot rose pâle. Légèrement usé, dont un fil se dénouait sur le bord. Mia l'avait laissé tomber le jour même au cimetière. Ce jour-là, après que l'homme en costume l'eut emmené, Raymond était resté figé. Les regardant disparaître. Ce n'est que lorsque M. Lucas, le directeur du cimetière, revint avec quelque chose à la main, que Raymond reprit ses esprits. Elle a laissé ça. Dit Lucas en lui tendant la casquette. Elle l'a trouvé sur le banc. Il y avait encore des cheveux coincés dedans. Raymond l'a pris, sans savoir exactement à quoi il tenait. Mais l'instinct du soldat et la douleur sourde d'un père qui n'avait jamais eu la chance de l'être lui dictèrent de la garder, comme une preuve silencieuse. À l'intérieur du bord de la casquette. Plusieurs cheveux bruns clairs étaient emmêlés dans les fils. Il n'y toucha pas. Il glissa simplement la casquette dans une nouvelle enveloppe dès son retour, la scella et y inscrivit la date. Il posa l'enveloppe sur le comptoir. Le technicien de laboratoire regarda le mot, puis leva les yeux vers lui. « Vous demandez un test de paternité ?» Raymond hocha la tête. « Comparez cet échantillon au mien. L'enfant s'appelle Mia Elena Reyes. Dans combien de temps avez-vous besoin des résultats? Dépêche-toi. J'ai besoin de savoir au plus vite. » Le technicien acquiesça. « On peut le faire en 24 heures si vous approuvez le traitement prioritaire. » Raymond n'hésita pas. Il signa le formulaire.
paya les frais et sortit dans la lumière déclinante de l'après-midi. Le soleil dansait sur le trottoir, mais une seule question l'occupait. Il l'avait inscrite sur le formulaire de demande sous « Lien de parenté présumé, père, fille ». Et en quittant le laboratoire, Raymond ne ressentit aucun soulagement. C'était comme ouvrir une porte sans savoir si elle serait éclairée ou plongée dans l'obscurité. Si Mia était vraiment sa fille, alors Arlon retenait en otage la seule part d'Elena qui lui restait. Et si ce n'était pas le cas, pourquoi Elena mentirait-elle au monde et lui dirait-elle la vérité? Le message est arrivé à 7h42. Juste une seule ligne. Les résultats sont prêts. Venez les recevoir en personne. Raymond resta assis dans sa voiture pendant plusieurs minutes, les yeux rivés sur l'écran comme s'il allait changer. Le ciel derrière le pare-brise était maussade. La lumière du soleil peinant encore à percer l'épais manteau nuageux. Il n'alluma pas le chauffage. Le froid engourdi sur sa peau semblait correspondre à son état d'esprit. Finalement, il poussa la porte et sortit. La clinique était silencieuse, une légère odeur d'antiseptique flottait dans l'air. La jeune infirmière à l'accueil lui adressa un sourire poli et un petit signe de tête. « Monsieur Raymond Cole, c'est ça? Veuillez patienter un instant. » Elle disparut au fond, le laissant seul avec le bourdonnement lointain d'une imprimante. Une minute plus tard, elle revint et déposa une enveloppe blanche sur le comptoir, ouverte, sans explication. Raymond s'assit et attrapa l'enveloppe comme s'il s'agissait d'un engin explosif. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier. La première ligne, en gras et sans équivoque, disait « Conclusion, lien de parenté confirmé avec une probabilité de 99,997%. » Les chiffres le frappèrent comme un coup de poing en pleine poitrine. Il ferma les yeux, serrant fermement le papier. Il n'y avait pas de souffle. Mais son cœur battait fort comme s'il était de retour au combat. Il sortit rapidement de la clinique. Une fois à l'intérieur, il ne démarra pas le moteur. Il resta assis, le front appuyé sur le volant. Pendant un instant, le silence s'installa. Il ne vit que les yeux écarquillés de Mia, qui le fixait droit dans les yeux au cimetière ce jour-là. L'appelant « papa » sans hésiter. Elena n'avait pas menti. Elle avait gardé ce secret, élevé leur enfant. L'avait protégé de tout au seul eau pour lui et pour la petite fille qui n'avait désormais plus que lui pour la protéger. Raymond ne prit pas la voiture pour rentrer chez lui. Il prit Forest Hill Road, se dirigeant droit vers le cimetière militaire. Le ciel était encore couvert. La pluie n'avait pas encore commencé, mais le vent se levait. Personne n'était aux portes. Nul besoin de témoins. Il s'arrêta devant la pierre qu'il connaissait trop bien. Elena Reyes, 1986 à 2021. Toujours là, toujours à toi. Pas de fleurs? Pas de rituel ou juste un homme debout devant la tombe de la seule femme qu'il ait jamais aimée sans rien demander en retour. Il s'assit près de la pierre tombale. Déplia le résultat ADN et laissa le vent soulever ses bords, sans jamais l'emporter. « Tu as vraiment réussi » dit-il d'une voix basse, le souffle court. « Tu l'as protégée toutes ces années. Tu n'as laissé personne l'approcher. Ni moi, ni le système. Tu as tout donné, même ta vie, juste pour protéger notre fille. » Le vent forcit. Les feuilles s'éparpillèrent autour de la tombe. Raymond fixait la pierre tombale comme si elle se tenait là, écoutant chaque mot. Avant, je pensais que je ne pourrais pas avoir d'enfant. Les médecins disaient que mon taux de spermatozoïdes était trop bas. Mes chances étaient proches de zéro. Je pensais que c'était une sentence. Je me suis éloigné de toi, pensant que c'était noble. Mais en réalité, je fuyais. Et toi? Tu es resté et tu as fait ce qui était juste au seul. Il s'est levé. Tu as tout porté tout seul. Mais plus maintenant. Je vais sortir Mia de là. Quoi qu'il en coûte. Peu importe à qui je dois faire face. En quittant le cimetière, Raymond ne se retourna pas. Dans la poche de son manteau, le résultat du test était soigneusement plié. Pressé contre sa poitrine, au plus près de son cœur. Cette fois, il ne demandait pas la permission. Il agissait. Un père. Un ancien soldat. Une promesse faite aux morts. Un sauvetage avant qu'il ne soit trop tard. Raymond est retourné au bureau de l'avocat Brandt à midi le jour même où il avait reçu les résultats ADN.
Le certificat attestant d'un lien de filiation paternelle à 99,997% se trouvait sur le bureau en chaîne. Le dossier de tutelle fraîchement ouvert était déjà rempli de documents, des affidavits. Des photos de la tombe d'Elena, un plan du centre New Route. Brandt feuilletait les pages, tapotant son stylo contre le bord du bureau. Une habitude qu'il avait lorsqu'il était plongé dans ses pensées. Le test ADN est un coup dur, dit lentement Brandt. Mais Arlon détient toujours la procuration au nom de la mère de l'enfant. Le tribunal va exiger l'original. Nous n'avons que la copie dont vous vous souvenez visuellement, et elle n'a aucune valeur juridique. Raymond serra les doigts. J'ai vu cette signature. Ce n'est pas celle d'Elena. Mais le tribunal a besoin de plus que votre parole. Brandt leva les yeux. Si le document est conservé au centre, vous aurez besoin d'une photo nette ou d'une copie horodatée. Mieux encore, tout document prouvant qu'Arlon a abusé de sa tutelle sur des enfants sans famille. Dans ce cas, il ne s'agirait pas simplement d'un litige de garde. Cela deviendrait une affaire pénale fédérale. Raymond se tut. Son esprit revint au souvenir de la salle d'archives qu'il avait brièvement aperçue auparavant. Des rangées de classeurs soigneusement rangés indiquaient la classe orchidée et le code MIA. Il n'avait pas eu le temps de creuser davantage. C'était peut-être aussi là que reposait la vérité derrière les années de peur d'Elena. Pensez-vous que le tribunal acceptera des photos de documents originaux, a demandé Raymond. À condition que la page entière soit visible, y compris les tampons et signatures. Idéalement, incluez des métadonnées prouvant que la photo a été prise sur place à une heure précise. Raymond hocha la tête. La décision se cristallisa en un instant. Aussi nette et précise que le bruit d'un cran de sûreté qui s'enclenche sur une détente. Il quitta le bureau, ignorant la voix de Brandt qui l'appelait. Soyez prudent. Ne risquez pas votre vie. La nuit tomba rapidement. Raymond se gara à l'ombre, derrière une rangée de vieux érables, à un pâté de maisons de New Route. Il ne portait aucune arme, juste un outil multifonction. Une lampe de poche rouge, des écouteurs anti-bruit et une mini-caméra fixée sur sa poitrine, programmée pour enregistrer et horodater automatiquement. Un manteau sombre. La capuche était tirée bas sur son visage. Les techniques d'infiltration qu'il utilisait autrefois lors des pires missions de combat reprirent le dessus. Silencieuse. Précise. Pas de place pour la nervosité. Il a glissé par-dessus la clôture du jardin d'herbes aromatiques. Le cadenas du hangar logistique était vieux. Il a cédé en 4 secondes avec un simple crochet. Le couloir était sombre, recouvert d'une moquette étouffante. Des caméras de surveillance obsolètes étaient accrochées au plafond. Il attendit qu'elles s'éloignent avant de traverser. Se déplaçant au rythme de leurs mouvements, tel un danseur expérimenté. Les archives se trouvaient derrière 2 portes. La serrure mécanique nécessitait un code à 8 chiffres. Il brandit la lumière rouge pour vérifier les traces de poussière sur le clavier, déduisit les 4 chiffres les plus fréquemment utilisés, permuta mentalement les combinaisons et... À la 3e tentative, la serrure s'ouvrit avec un clic. Le tiroir ORC 42 contenait le dossier intitulé Emilia Elena Rey. La première page, une copie vierge de la procuration. Le suivant l'original. Encre tachée. Papier jauni. Une signature rigide et peu naturelle, Elena Reyes, totalement incompatible avec l'écriture de ses lettres. Le coin supérieur gauche portait le sceau de New Route, mais il manquait le numéro de dossier médical obligatoire, un défaut critique. Raymond tenait l'appareil photo près du corps, capturant chaque détail. Il photographia les tampons officiels, les dates de signature, le léger tremblement des traits de plume. Il a continué à feuilleter les pages jusqu'à ce qu'il tombe sur un formulaire intitulé Évaluation psychiatrique de la mère inapte à la garde. L'encre était d'une couleur différente. Il n'y avait pas de signature du médecin. Il avait tout documenté. Mais il ne s'est pas arrêté là. À côté de l'armoire se trouvait un tiroir étiqueté X-Femme. Il l'ouvrit et découvrit des dizaines de dossiers d'enfants ou des noms étranges, des barres rouges barrant la section « The Guardian ». Au bas de chaque dossier, la même phrase glaçante répétait. Recommandation pour transfert à l'étranger. Section 11F. Salvador. République tchèque. Maroc. Pas de documents judiciaires. Pas de sceaux gouvernementaux. Juste des accords bilingues estampillés des logos d'obscures organisations humanitaires partenaires. Raymond a sorti un dossier.
Tyler James. 7 ans. Aucun parent connu. Transfert recommandé. El Salvador. Encore un. Ania Kal 6 ans. Entièrement coopérative. Transfert, République tchèque. Aucun formulaire de vérification. Aucun contrôle judiciaire. Juste un schéma récurrent. Enfant orphelin. Parrainage international. Transfert médical. Disparu. Arlon n'élevait pas ses enfants. Il les monétisait. Chaque dossier était une source de revenus. Chaque enfant. Un actif flottant utilisé pour demander des subventions et collecter des fonds auprès d'organisations caritatives internationales. Et Mia, elle était peut-être la plus précieuse d'entre elles. Elena était infirmière, avait un passé irréprochable. Et Mia, douce, calme, sage. Elle ressemblait à la personne rêvée de tout donneur. Maintenant, Raymond comprenait. Maintenant. Il comprenait pourquoi Elena avait fui. Pourquoi elle n'avait pas vécu assez longtemps pour s'expliquer. Il a balayé l'ensemble du tiroir avec la caméra, capturant chaque document. Puis l'a refermé doucement. Des pas résonnèrent dans le couloir. Raymond se glissa dans la buanderie, le cœur battant, retenant son souffle. Un agent de sécurité passa. Le faisceau de sa lampe de poche glissant sur la porte. Puis il s'éteignit. Il attendit. Puis il s'engagea dans un couloir latéral. Il s'arrêta devant une porte marquée Mia, salle A3. À travers le fin rideau, il la vit dormir. Elle serrait dans un bras une vieille peluche de renard, et un petit cadre photo était pressé contre sa poitrine. La lueur de la veilleuse projetait une douce chaleur sur son visage. Sa paix lui brisa le cœur. Raymond posa doucement sa main sur la vitre. Il ne pouvait pas la réveiller. Pas maintenant. Pas comme ça. Il devait la faire sortir légalement, en toute sécurité, avec des preuves que personne ne pouvait ignorer. Il s'est retourné. A retracé ses pas et s'est échappé de la propriété juste avant que les gardes ne changent de poste. De retour dans sa voiture. Il a joint chaque photo à un email et les a envoyées à 3 boîtes de réception, Brandt, un journaliste d'investigation chevronné avec un puissant blog indépendant, et Derek Shaw, un vieil ami des enquêtes fédérales. Chaque email contenait une phrase effrayante. Si je disparais, s'il vous plaît, faites ressortir cette vérité. Raymond démarra le moteur. Alors qu'il roulait dans la nuit, la caméra de son tableau de bord clignotait toujours en rouge. Elle enregistra une dernière image, celle de Mia à travers la vitre. Elle était toujours à l'intérieur. Toujours en attente. Elle ignorait que ce soir-là, son père avait fait un vœu qu'il ne briserait jamais. Il la sortirait des ténèbres. Ce qui devait être un centre caritatif s'était révélé être un lieu de trafic clandestin d'enfants anonymes. Et voilà qu'un homme, autrefois à court d'opportunités, était devenu le seul capable de tout détruire. Arlon Drake ne le savait pas encore. Mais ses dossiers avaient été largement ouverts. Et le matin arrivait. La vérité ne reste jamais silencieuse lorsque les pas de Raymond résonnent dans l'obscurité. Le lendemain matin, Raymond s'est réveillé avec un message de l'avocat Brandt. Ne rentrez pas chez vous. Une ordonnance de maintien temporaire a été émise en attendant l'enquête pour entrée illégale. Avant qu'il ne puisse répondre, son téléphone vibra à nouveau. Une alerte. De son système de sécurité domestique. Caméra de porte arrière désactivée à 4 heures du matin. Entrée non autorisée détectée. Raymond resserra son emprise sur le téléphone. Arlon le savait. Il se rendit dans un vieil atelier de réparation automobile en banlieue où Derek Shaw l'attendait. À l'intérieur. Raymond ouvrit une mallette et lui tendit des copies imprimées de tous les dossiers qu'il avait récupérés la veille. Derek feuilleta les pages. Son expression s'assombrit. Cet homme n'a pas seulement falsifié une procuration, a-t-il déclaré. Il dirige une opération de grande envergure, du trafic d'êtres humains, déguisé en programme de parrainage légal. Et pire encore, il est protégé d'en haut. Raymond plissa les yeux. Derek hocha la tête. L'organisation mentionnée sur ces documents de transfert? Non enregistrée aux États-Unis. Mais elle a été signalée dans 3 enquêtes différentes. Toutes fermées avant le procès. Un mal de tête martelait les yeux de Raymond. Tu as 2 options, dit Derek. Premièrement, attendre qu'il fasse le premier pas. Le laisser salir ton nom, impliquer la police,
rallier l'opinion publique à sa cause. Deuxièmement, rendre les choses publiques. Nommer les noms. Laisser tomber les preuves. Raconter toute l'histoire. Répondre. Raymond n'a pas hésité. Connaissez-vous quelqu'un qui peut m'aider à devenir public? Derek lui a donné un numéro. Griffonné sur un bout de papier. Isa Rios. Journaliste indépendante. Phoenix Watch. Elle a révélé un cas similaire au Texas. Mais vous devrez la laisser vérifier tout cela. Cet après-midi-là. Dans un coin de café de Portland, Raymond rencontra Isa. Elle avait les cheveux coupés courts, des gants sans doigts et un regard qui ne manquait de rien. 5 minutes après le début de la réunion. Elle a demandé sans détour. « Êtes-vous prêt à témoigner publiquement ?» Vrai nom. Vrai visage. Raymond hocha la tête. « Voilà Mia, dit-il. Je n'ai plus rien à perdre. » Isa a ouvert son ordinateur portable et a commencé à scanner les fichiers de la clé USB qu'il lui avait remise. Lorsqu'elle arriva à la fausse procuration, elle marqua une pause. « C'est l'original de son classeur ?» « Oui. Prise hier soir. Horodatage par caméra thoracique. » Elle n'a pas ajouté un mot. Elle a simplement continué à relire. 2 jours plus tard. Alors que Raymond se cachait dans un entrepôt abandonné, la nouvelle éclata. Exclusif, enquête interne ouverte contre le New Road Charity Center. Allégation de faux documents et de transferts illégaux d'enfants. Les images provenaient de Raymond. Le nom de Mia. Les fichiers falsifiés. Les fausses signatures. Tout était exposé au grand jour. La voix du présentateur du journal télévisé a traversé le reportage. Pourquoi un établissement vanté comme un ange gardien conserve-t-il des dizaines de dossiers d'enfants non accompagnés dont la destination est indiquée à l'étranger? Et pourquoi le nom d'une mère décédée apparaît-il sur un document daté de 3 semaines après son décès? 30 minutes plus tard, le téléphone de Raymond sonna. Arlon. Sa voix était calme. Froide. Tu penses que tu es intelligent, n'est-ce pas? Je veux juste que ma fille et les autres enfants soient en sécurité. Tu as choisi la guerre, Raymond. Dans cette guerre, il n'y a pas de règles. L'appel est terminé. Raymond fixait l'écran. Il ignorait encore qu'Arlon avait déjà déposé plainte pour intrusion, intimidation et tentative d'extorsion. Les images de surveillance avaient été soigneusement montées pour le présenter comme une menace. Une émission de suivi a été diffusée quelques heures plus tard. Un ancien soldat accusé d'avoir exploité des données ADN pour faire pression sur des œuvres caritatives. L'opinion publique s'est divisée. Certains l'ont cru. D'autres ont vu un vétéran brisé chassant des fantômes. Raymond n'a rien dit. Parce que ce qui restait encore, c'était la vérité. Et Mia. Elle était toujours à cet endroit. Et s'il ne gagnait pas ce combat contre la loi, il n'y aurait plus d'autre solution. Le premier coup avait été porté. Mais dans un monde où le pouvoir se cache derrière une fausse vertu. La question demeure. Un seul père suffit-il à faire tomber toute la machine? L'audience a commencé à 9 heures précises au palais de justice du comté de Multnomah. Dehors. Les journalistes étaient alignés devant les portes. Des pancartes de protestation flottaient dans l'air matinal. Des sympathisants des 2 camps remplissaient le trottoir. Les gros titres hurlaient. Un vétéran poursuit un centre caritatif, père ou fraude? Raymond les traversa. À découvert. Sans peur. À ses côtés se trouvait Brandt, plus âgé maintenant, mais concentré et imperturbable. Dans ses mains, le dossier. Derrière eux, Isa Rios se tenait debout, son appareil photo levé, capturant l'instant. La salle d'audience était petite mais bondée. D'un côté était assis Arlon. Costume impeccable, sourire suffisant. De l'autre, Raymond, le dos droit, le regard fixé sur le banc. Le juge Goodman a ouvert l'affaire. Le plaignant, Monsieur Raymond Cole. Demande la tutelle légale de Mia Elena Reyes, actuellement sous la garde de Monsieur Arlon Drake, représentant du New Road Center. Brandt se leva. Votre honneur. Nous avons l'intention de prouver 3 choses. Premièrement, Monsieur Cole est le père biologique de Mia. Deuxièmement, les papiers de tutelle de Monsieur Drake sont falsifiés. Troisièmement, le New Road Center a violé les lois sur la protection de l'enfance.
De l'autre côté de l'allée, l'avocat d'Arlon se moquait. Et nous prouverons que M. Cole utilise l'ADN comme moyen de pression. Qu'il manipule les médias et tente de saboter un centre qui a pris en charge cet enfant en toute légalité pendant 6 ans. Raymond n'a rien dit. Parce qu'il avait été sur de vrais champs de bataille. Et il savait que le combat ne faisait que commencer. Il avait vu du sang. Il avait été témoin de trahison. Mais le sentiment d'être calomnié pour avoir dit la vérité était une blessure d'un tout autre genre, plus profonde, plus froide et plus personnelle. La matinée s'écoula au milieu du long processus de vérification des documents. Brandt présenta les résultats ADN, obtenus légalement et vérifiés par le centre médico-légal. Un léger murmure parcourut la salle d'audience lorsque le nom fut prononcé. Raymond Cole a été confirmé comme le père biologique et légal. Arlon resta immobile. Son expression ne changea pas. Mais sa lèvre inférieure tressaillit légèrement. Lorsqu'il fut temps de traiter la procuration, l'avocat de Arlon présenta une copie propre. La signature Elena Reyes. Il paraissait soigné. Gracieux et parfaitement arrondi. Mais Brandt s'avança, tenant un autre document. Votre honneur, dit-il, voici une image numérisée de la procuration, trouvée dans le classeur de Newroute. Elle n'a jamais été transmise à aucun organisme officiel. Il l'a placée sur l'écran. La signature ne correspond à aucun document précédemment signé par Elena, les dossiers de l'hôpital. Les documents de divorce, ou même une lettre personnelle qu'elle a écrite à Raymond en 2017. Le juge inclina la tête. C'est une accusation grave. Y a-t-il un graphologue présent? Oui. Votre honneur. Une experte en écriture a témoigné. Après une analyse brève mais minutieuse, elle a rendu son verdict. La signature figurant sur la procuration est falsifiée. La probabilité d'une correspondance authentique est inférieure à 1,5%. Une onde de choc traversa la salle d'audience comme une soudaine rafale de vent. L'avocat d'Arlon se leva vivement. Objection. Cette preuve a été obtenue par effraction. Elle devrait être irrecevable. Brandt n'a pas bronché. Nous ne présentons pas l'original. Nous révélons simplement une vérité qui a été dissimulée. Et, avec l'autorisation du tribunal, nous aimerions citer un témoin supplémentaire. Quelqu'un qui a personnellement été témoin d'activités suspectes à Newroute. Le juge hocha la tête. Continuez. Les portes du fond du tribunal s'ouvrirent. Une jeune femme aux longs cheveux bruns entra, tremblante visiblement en se dirigeant vers l'avant. Elle s'appelait Ariana. Elle avait 19 ans. Elle avait vécu à Newroute jusqu'à ses 17 ans. Elle refusait de regarder Arlon. Ses yeux se fixaient uniquement sur Raymond. J'ai vu M. Drake forcer de jeunes mères à renoncer à la garde de leurs enfants, a-t-elle déclaré. Certaines ne parlaient pas anglais. D'autres étaient sous sédatifs. Elles étaient menacées. Brandt se pencha. Et Mia? Ariana hésita. Elena, elle était bénévole là-bas. Elle avait peur. Elle a dit qu'ils avaient menacé de la signaler comme mentalement instable. Elle s'est enfuie. Elle a emmené Mia avec elle. Je crois qu'ils ont essayé de la poursuivre. Raymond baissa la tête. Ses lèvres se pincèrent. Elena avait tout fait discrètement, seule. Juste pour protéger leur fille. À l'issue de l'audience, le juge Goodman n'a pas rendu de décision immédiate. Il a demandé une suspension de 2 jours pour examiner l'ensemble du dossier et évaluer les nouveaux témoignages. Raymond sortit sous la lumière pâle du soleil, devant le palais de justice. Les journalistes se ruèrent sur lui, micro braqué sur lui. « Avez-vous quelque chose à dire, monsieur Cole ?» Raymond a dit juste une phrase, sa voix ferme mais rauque. « Je ne me bats pas pour ma réputation. J'essaie juste de ramener ma fille à la maison. » Une signature falsifiée. Une vérité enfouie. Une petite fille privée de son enfance. La bataille n'était pas encore terminée, mais pour la première fois, une lumière avait fait irruption dans l'endroit qu'Arlon contrôlait autrefois en toute impunité. Et pour la première fois en 6 ans, la justice a commencé à écouter les voix qui avaient longtemps été réduites au silence. 3 jours plus tard, le tribunal du comté de Multnomah a rendu sa décision finale. La garde légale de Mia Elena Reyes a été accordée à M. Raymond Cole, son père biologique. Sur la base de documents vérifiés et de l'absence totale d'antécédents de violence, d'instabilité psychologique ou de comportement criminel.
La tutelle d'Arlon a été déclarée nulle et non avenue. Sur la base de preuves de falsification et de témoignages d'experts graphologiques. Simultanément, tous les dossiers des enfants de New Route ont été scellés, dans l'attente d'une enquête fédérale. Arlon a été placé en garde à vue et formellement accusé d'abus de tutelle. De falsification de documents et de transport illégal d'un mineur à l'étranger sous le faux prétexte d'un parrainage humanitaire. Cet après-midi-là, Raymond arriva tôt. Il ne pouvait plus attendre une minute de plus. Il n'y avait ni journaliste, ni caméra, ni spectateur. Seule la faible lumière du soleil éclairait le paisible jardin de New Route, où les feuilles dorées et rouges commençaient à se disperser. Sous les larges branches d'un érable, Mia était assise seule dans l'herbe, traçant des cercles dans la terre avec un bâton. Ses chaussures étaient poussiéreuses. Les revers de son jean étaient légèrement effilochés. Serré dans un bras, il tenait le même vieux renard empaillé, les coutures étaient lâches. Les oreilles usées. Raymond resta immobile, la regardant simplement. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait lentement, lourde de quelque chose d'indicible, du chagrin, de l'espoir et de l'incrédulité, tout cela mêlé. Puis, il s'avança. Mia leva les yeux. Son regard croisa immédiatement le sien. Aucune confusion. Aucune hésitation. Papa. Ce seul mot, prononcé sans peur, sans aucun doute, seulement avec une certitude tranquille, frappa Raymond plus durement que tout ce qu'il avait affronté sur le champ de bataille. Il se figea. Son cœur battait fort. Ces 2 syllabes étaient autrefois une question. Maintenant, ils étaient chez eux. Il s'agenouilla dans l'herbe, les bras ouverts mais immobiles, n'osant pas respirer. Mia ne marchait pas. Elle se jeta sur lui, s'écrasant dans ses bras comme un battement de cœur enfin exaucé. Elle serra ses petits bras autour de son cou. Son corps tremblait, non pas de peur, mais de 6 années de douleur contenue. « J'avais peur que tu ne viennes pas », murmura-t-elle dans son col. Raymond enfouit son visage dans son épaule. Sa voix se brisa. « Je suis là maintenant, » murmura-t-il, et cette fois, je ne vais nulle part. Ils n'ont pas bougé pendant longtemps. Le vent bruissait dans les arbres, un carillon éolien résonnait faiblement au loin. Mais le monde de Raymond s'était réduit à un battement de cœur fragile, la chaleur d'un enfant qu'il n'avait jamais connu et sans lequel il ne pourrait plus vivre. Ce soir-là, il la ramena chez lui. Pas dans un manoir. Pas à l'autre bout du pays. Juste dans une maison délabrée à l'orée des bois de l'Oregon. Une maison qui n'avait été autrefois que silence et ombre. Maintenant, elle reprenait vie. À l'intérieur, il sortit une photo d'Elena. Son visage était toujours aussi doux. Toujours aussi fort. Il le posa sur la table du salon, à côté d'un nouveau cadre, Mia. Souriante avec des dents manquantes, bercée dans ses bras sur les marches du palais de justice. Chaque fois qu'il passait devant ces photos, il leur murmurait comme une prière. Elle serait fière de nous deux. La vie n'est pas devenue parfaite. Mais elle est devenue réelle. Certaines nuits, Mia se réveillait paniquée au bruit des motos sur la route. D'autres nuits, elle se recroquevillait sur elle-même et murmurait « Est-ce que maman m'entend encore du ciel ?» Raymond ne l'a jamais bousculée. Il ne lui a jamais dit que les cauchemars disparaîtraient. Il lui a seulement promis une chose, il serait là quand ils arriveraient. Il apprit à lui tresser les cheveux, de façon désordonnée au début. Il apprit à faire ses œufs à la perfection. Avec du ketchup et un smiley. Il lui lut des contes de fées avec une voix maladroite. Faisant semblant de ne pas remarquer quand elle sortait de sous la couverture pour s'assurer qu'il était toujours là. Il lui parla d'Elena. Non pas avec tristesse, mais avec gratitude. Comment elle lui tenait la main pendant les orages. Comment elle le traînait dans un champ boueux pour admirer les fleurs sauvages éclore après la pluie. Il lui dit que son deuxième prénom Elenena n'était pas un hasard. C'était un don. La façon dont sa mère voulait rester avec elle pour toujours. Une nuit, alors qu'elle pliait du linge. Mia leva les yeux d'une chaussette rose. « Papa, pourquoi maman ne t'a pas parlé de moi ?» Raymond posa la chemise et la regarda dans les yeux. « Parce qu'elle avait peur, » dit-il doucement. « Elle pensait que le seul moyen de te protéger était de te cacher. Elle ne pensait pas que je reviendrais un jour. » Mia cligna des yeux. « Tu étais en colère contre elle ?» Il la tira sur ses genoux. « Non, » murmura-t-il. « Je n'étais pas en colère contre elle.
J'étais en colère contre moi-même. De ne pas être rentrée plus tôt. Mia resta silencieuse. Puis elle dit doucement, « Mais tu es là maintenant. » Il la serra plus fort. « Oui, dit-il. Et je ne partirai plus jamais. » 3 mois plus tard. Rios a publié son documentaire d'investigation, Classe Orchidée, Les enfants oubliés, dévoilant l'ensemble du système qui profite des orphelins sous couvert d'aide humanitaire. La vidéo est devenue virale. Le Congrès a lancé des auditions. Des survivants se sont manifestés. New Route a été définitivement fermée. Quant à Raymond, autrefois soldat sans aucune raison de se battre, il se réveille désormais chaque matin avec un objectif, préparer le petit déjeuner, tresser une queue de cheval. Accompagner Mia à l'école maternelle. Pas besoin de gloire. Pas besoin de vengeance. Juste la paix. Raymond est loin d'être parfait. Il lui est arrivé de tourner le dos. Il lui est arrivé de tout perdre. Mais lorsque la vérité a éclaté, il n'a plus détourné le regard. Cette histoire ne parle pas seulement d'un père qui retrouve sa fille. Il s'agit de ce qui se passe lorsque quelqu'un choisit d'entrer dans l'obscurité, juste pour ramener un enfant à la lumière. Tout le monde n'a pas la force de croire à l'invisible. Mais parfois, un petit pas vers la vérité peut sauver une vie. Que feriez-vous si la seule personne qui avait besoin de votre courage était un enfant sans voix? Et toi, comment vas-tu? Avez-vous pris un moment récemment pour prendre soin de votre propre cœur? Merci d'avoir suivi cette histoire avec nous. Si quelque chose vous a touché, ne serait-ce qu'un peu, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Nous les lisons toujours. Et nous nous soucions toujours de vous, sincèrement et sincèrement.